Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette causerie du lundi qui portera cette semaine sur les règlements d'immeubles. Donc, on vous a préparé, comme à l'habitude, une petite présentation que Robert va vous faire dans quelques instants. Mais avant, je vais vous donner les petites consignes pour un bon déroulement par visioconférence. Donc, tout d'abord, on va fermer vos micros, comme à l'habitude, simplement pour ne pas avoir de bruit de fond. Et on va, par la suite, vous inviter à poser les questions via le chat par écrit. En fond, vous voyez en bas, normalement, il y a une petite bulle où vous cliquez, puis ensuite, vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est une première façon de poser vos questions. Et moi, je vais me faire votre porte-parole, comme à chaque fois, et poser les questions que vous allez inscrire dans le chat. Pour poser des questions, évidemment, vous mettez votre nom si vous voulez qu'on vous nomme. Vous inscrivez la ville d'où vous venez parce qu'on aime bien savoir d'où viennent les gens. Et je pense que c'est intéressant là, de voir à quel point on a des gens d'un peu partout dans les différentes régions du Québec. Et ensuite, vous me dites si vous voulez intervenir. Donc, si vous posez une question toute simple, je me fais votre porte-parole, je vais poser la question pour vous à Robert. Et si vous me dites je souhaite intervenir, ben, après l'intervention de Robert, je vous inviterai à réouvrir votre micro en bas à gauche, le petit micro rouge, vous cliquez dessus et là, on va pouvoir vous donner la parole. Donc, depuis le début, là, les gens écrivent beaucoup dans le chat. Puis je me fais beaucoup la porte-parole, mais je veux vraiment vous dire, n'hésitez pas parce que c'est le fun, l'interaction entre les gens. Donc, si vous avez le goût de nommer votre question, on a le temps, là, on peut prendre le temps d'éclaircir les choses. Donc, Elisabeth fait diversion ici. Merci, Elisabeth. Donc, voilà. Ça, c'est les petites consignes d'usage. Et donc, on fait une présentation sur les règlements d'immeubles. Les premières interventions, on essaie de clarifier si vous avez des questions sur une question de compréhension sur ce que Robert vient de présenter. Par la suite, on pose les questions générales. Puis, s'il nous reste du temps à la fin, des fois, ça arrive durant les causeries, bien, on peut également poser des questions qui ne sont pas en lien avec le sujet du jour. Si on a le temps d'y répondre, ça va nous faire grand plaisir. Donc, sur ce, je passe la parole à Robert, qui est le co-animateur, mais surtout le coordonnateur de la fédération. Je ne l'ai pas présenté. C'est locataire à loyer modique. Donc, d'habitation modique. Allez-y, Robert. Merci, Catherine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est gentil à vous de nous accorder de l'attention. Donc, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, les règlements d'immeubles. OK. Donc, dans le Code civil au Québec, il est prévu que n'importe quel propriétaire de logement locatif, que ce soit un locataire de locatif privé ou public, ça ne fait pas de différence. Quand tu es propriétaire et que tu signes un contrat avec un locataire, quand tu signes un bail, tu peux ajouter au bail des règlements d'immeuble ou on peut appeler ça des clauses additionnelles au bail. Bref, ton bail indique le loyer. Tu peux mettre un annexe dans lequel tu vas spécifier des clauses. Évidemment, quand on parle de règlement puis de clauses, ben, c'est essentiellement des interdictions. Hein? C'est que le locataire n'aura pas le droit de faire ci, le locataire n'aura pas le droit de faire ça. Puis, parce que dans le fond, normalement, tout est permis. Quand on signe un bail ou un contrat avec un propriétaire, tout est permis, sauf ce qui est précisément interdit. Donc, c'est pour ça que quand on va parler de règlement d'immeuble ou de clauses additionnelles au bail, on parle beaucoup en termes d'interdiction. Le locataire n'aura pas le droit de faire ci ou de faire ça. Et ce qui n'est pas interdit, normalement, est permis, là, règle générale. Évidemment, dans le règlement, on ne dira pas qu'il est interdit de mettre le feu. Si ce n'est pas écrit que c'est interdit de mettre le feu, ça ne veut pas dire que c'est permis de mettre le feu. Là, on se comprend, on parle de dispositions générales. Là. Mais donc, si on regarde, premièrement, bon, les règlements d'immeuble, est-ce que c'est un outil d'éducation ou c'est un outil de répression?
Ça, ce que ça veut dire, c'est que des fois, il y a des offices qui vont faire des livres. Et là, c'est écrit là-dedans que le locataire doit prendre soin de son logement, qu'on ne doit pas peinturer les prises électriques de la même couleur que le mur, qu'il faut laver notre hotte de poêle. Donc, il y a des offices qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations aux locataires, mais ça, c'est pas vraiment des règlements. Des règlements, comme je le disais, c'est sur une page ou 2 pages, puis c'est les interdictions. Les choses qu'on n'a pas le droit de faire, sinon l'office pourrait nous amener à la régie du logement. Il y a beaucoup d'offices qui ont plutôt ce qu'on peut appeler un guide des locataires. Hein? On donne des informations aux locataires pour qu'on lui donne beaucoup, beaucoup d'informations. Ça, c'est un guide. Mais puis il y a des guides d'informations qu'on met aux locataires dans certains offices là, qui ont 20, 30, 40 pages. Mais tu ne peux pas avoir 20, 40 pages de règlement à suivre. On se comprend. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre ce qui est de l'éducation, de l'information pour guider les locataires dans le logement, puis ce qui est de l'ordre d'un règlement, où là, c'est des interdictions, et si tu contreviens à l'interdiction, ben, l'office peut te réprimer en allant à la régie du logement, et ça peut aller très loin. Donc, des règlements d'immeuble, normalement, là, c'est quelques pages, alors qu'un guide d'information, ça peut être un livre. Bon. Le but des règlements d'immeuble, puis on s'entend, plus tu habites plus l'espace est restreint. Tu sais, quand tu habites dans un bungalow, là, puis tu es tout seul, tu n'as pas besoin de 56 règlements. Hein? Mais quand tu es dans un immeuble avec plusieurs autres locataires, plusieurs dizaines de locataires, puis des fois plusieurs centaines de locataires, puis tu es dans un espace, tu es proche les uns des autres, ben c'est là que tu as besoin de plus de règlements. C'est sûr que plus on est dans des immeubles à logement multiple, plus ça peut être important d'avoir des règles. Bon, à quoi ça sert les règles? Il y a 2 objectifs. Parce que les règlements, là, c'est pas là pour écœurer le monde. Les règlements, c'est pas là pour leur dire vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, puis on va vous le faire savoir. L'objectif des règlements, c'est 2 choses. S'assurer que les locataires n'abîment pas le logement ou la bâtisse. Donc, protéger le bâtiment, protéger l'intégrité du bâtiment contre des détériorations possibles venant du locataire. Hein? Donc, ça vise à protéger les bâtisses. Puis le règlement, ça a aussi pour objectif de protéger les locataires les uns des autres, c'est-à-dire éviter que certains locataires, par leur comportement, dérangent la tranquillité des voisins. Ça, c'est très, très, très important. Quand l'Office élabore un règlement d'immeuble, c'est avec 2 intentions en tête. Faire en sorte qu'on n'abîme pas la bâtisse ou le logement, puis faire en sorte que les agissements des locataires ne dérangent pas les voisins. Ça, c'est les 2 grands objectifs. Peu importe le règlement qu'on va adopter, ça doit répondre à ces 2 questions-là. Ça risque-tu de déranger les voisins ou ça risque-tu de briser la bâtisse ou le logement? C'est important parce qu'on va y revenir. Quand on va discuter de n'importe quoi, de barbecue, de piscine, de peinture, les 2 questions qu'on va toujours se demander, à savoir est-ce qu'on devrait le permettre ou l'interdire, c'est est-ce que ça risque d'abîmer le bâtiment ou le logement, puis est-ce que ça risque de déranger les voisins? On garde ça en tête. Donc, le but des règlements, comme je le disais, c'est de préserver la qualité du logement puis de permettre aux gens de vivre en harmonie les uns collés sur les autres. Légalement parlant, bien, le règlement d'immeuble, ça fait partie du bail. Donc, quand un locataire entre à l'office et signe son premier bail, on doit lui remettre évidemment non seulement le bail, mais les règlements d'immeuble qu'il va devoir respecter, puisque ça fait partie du bail. Après ça, à tous les ans, là, lorsque l'Office renouvelle le bail, l'Office, comme propriétaire, peut décider de changer certains règlements d'immeuble. Sauf que ce que la loi prévoit, c'est qu'un propriétaire qui veut changer les règlements d'immeuble, qui sont une partie du bail, il doit aviser les locataires 3 mois avant la fin du bail. Donc, la moitié des HLM au Québec, le bail se renouvelle autour du 1er juillet. Donc, avant le 31 mars, l'Office doit aviser officiellement les locataires qui comptent modifier un règlement ou l'autre du règlement d'immeuble. Donc, il doit absolument le faire 3 mois avant la fin du bail. Après ça, il est trop tard, il faut qu'il attende à l'année suivante. Et un locataire qui se fait aviser que l'Office veut changer des règlements, le locataire, lui, à partir du moment où il en a connaissance, il a 1 mois
pour déposer une plainte à la Régie du logement pour contester le nouveau règlement. Sinon, le locataire est considéré comme ayant accepté le règlement. Donc, l'Office a 3 mois pour nous aviser d'un changement de règlement. Et nous, si on n'est pas d'accord avec le nouveau règlement, on a 1 mois comme individu là, pour déposer une requête à la Régie du logement pour contester le règlement. Sinon, on est considéré là, de l'avoir accepté. Règlement d'immeuble, comme le bail, c'est un document légal. Un locataire qui ne respecterait pas les règlements, ben, le propriétaire peut l'amener à la Régie du logement en disant, ben, monsieur le juge, cette personne-là ne respecte pas notre contrat. À la Régie du logement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne respecte pas les règlements d'immeuble, dans 95 % des cas qui sont à la Régie du logement, la sanction, ce n'est pas une résiliation de bail. Tu sais, exemple, si les chiens sont interdits, puis quelqu'un a un chien, ou si tu n'as pas le droit de peinturer une autre couleur que le blanc pâle dans ton logement, puis que tu peintures un blanc cassé, puis que l'Office t'amène à la régie pour ça, quand tu ne respectes pas les dispositions d'un règlement d'immeuble, 95 % des fois, le juge va... Si le juge est convaincu que le propriétaire a raison puis que le locataire devrait respecter le règlement puis il ne le fait pas, ce que le juge va faire, c'est qu'il va émettre une ordonnance. Il va dire, monsieur, madame, je vous ordonne de respecter le règlement. Puis si vous ne le respectez pas, l'Office pourra rapidement revenir devant moi et là, je n'aurai pas d'autre choix que de résilier votre bail. Mais souvent, les gens ont peur et disent, ben là, l'Office va aller contre moi à régie parce que je ne respecte pas des règlements d'immeuble, ils peuvent-tu me mettre dehors? La réponse est non. Vous risquez fort d'avoir si vous perdez, vous allez avoir une ordonnance du juge vous ordonnant de respecter le règlement. Et c'est si vous ne continuez à ne pas respecter le règlement que là, le juge pourrait se tanner et dire, ben là, si tu ne veux pas comprendre, je résilie ton bail et tu es dehors. C'est une nuance importante. Maintenant, collectivement, ce qu'on a gagné dans les HLM, c'est que, évidemment, quand on dit que le propriétaire a le droit d'adopter un règlement d'immeuble, on parle du conseil d'administration de l'Office. Ce n'est pas le directeur ou la directrice. Le directeur ou la directrice peut bien en écrire un, là, mais il faut qu'il le fasse approuver par le conseil d'administration de l'Office sur lequel il y a des locataires. Donc, c'est le conseil d'administration de l'Office qui adopte un règlement d'immeuble. C'est très important parce que ça a un impact sur ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire dans nos logements. Évidemment, les membres du conseil d'administration, ils ont ce pouvoir-là, mais on se rappelle qu'eux autres, ils n'habitent pas dans les HLM. Hein? La grosse majorité de ces gens-là n'habitent pas dans les HLM, ils habitent dans des condos ou dans des bungalows. Choisissez, ça dépend où c'est que vous êtes au Québec. Puis ces gens-là, qu'ils soient dans des condos ou des bungalows, ils font à peu près ce qu'ils veulent chez eux. Eux autres, ils n'en ont pas un règlement qui lui dit « tu n'as pas le droit de peinturer, tu n'as pas le droit de mettre de la tapisserie. Les heures pour utiliser la salle de lavage, c'est bien rare que ces gens-là ont à respecter des règlements. Donc, la moindre des choses, puisque eux adoptent des règlements qu'ils n'auront pas eux-mêmes à subir et à vivre, la moindre des choses, c'est ce que la loi prévoit, c'est qu'ils doivent consulter le comité consultatif des résidents. Hein? Tu as un comité consultatif de résidents, c'est eux autres qui vont vivre avec le règlement. Alors, la moindre des choses, c'est quand tu veux adopter un règlement ou modifier certaines clauses, tu devrais penser à consulter tes locataires, voir ce qu'eux autres en pensent, parce que c'est eux autres qui vont en vivre avec ça. Puis des fois, c'est surprenant parce que le comité consultatif des résidents, ils peuvent proposer aussi des règlements. Des fois, ils sont plus sévères que ce que le conseil voulait adopter. Des fois, ils le sont moins. Mais, comme le disait si bien l'Office de Drummondville, se faire imposer une solution est plus difficile à accepter que d'aboutir soi-même à un compromis. Donc, normalement, ce à quoi on s'attend, c'est que chaque année, ou aux 2 ans ou aux 3 ans, que l'Office travaille avec les locataires, avec le comité consultatif, à élaborer quels devraient être les bons règlements à avoir, les bonnes interdictions à avoir pour ne pas briser les bâtisses puis pour ne pas se tomber ses nerfs les uns les autres. Ça doit être là-dessus, là, c'est vraiment... C'est un petit peu comme un syndicat. Tu sais, un syndicat avec un patron, on a une convention collective à faire respecter. Bien, on peut dire que les règlements d'immeubles des HLM, c'est pas mal notre convention collective, hein, parce que tu payes pour un loyer, puis le règlement d'immeuble, il dit ce que tu as le droit de faire chez vous puis ce que tu n'auras pas le droit de faire. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et tous les comités consultatifs devraient périodiquement, là, pas à 3 ans, mais peut-être aux 2-3 ans, reprendre le règlement d'immeuble et dire « c'est-tu bon ce qu'il y a là-dedans? » Là? Peut-être qu'il manque des affaires.
peut-être qu'il faudrait interdire certaines choses. Puis peut-être qu'il y a des choses qu'on interdit qu'on n'a pas de raison d'interdire. En tout cas, c'est un travail à faire régulièrement. Oups. Bon, donc, il y a une directive qui a été émise par la Société d'habitation du Québec aux offices qui leur dit que l'Office a l'obligation d'informer le CCR au moins 16 jours avant toute prise de décision sur les politiques de l'Office ou le règlement d'immeuble. Donc, c'est clair, là, sa question du règlement d'immeuble, on est censé être consulté avant que le conseil d'administration prenne des décisions. Ça, c'est comme comité consultatif. Puis, comme locataire individuellement, on a le droit de les recevoir 3 mois avant la fin du renouvellement du bail. Fait que si on reçoit ça, on en discute en comité consultatif. Le comité consultatif discute avec l'Office, puis on s'arrange pour adopter des bons règlements. Maintenant, c'est quoi des bons ou des mauvais règlements? On va regarder ça ensemble. Que peut contenir un règlement d'immeuble? Bon, un règlement d'immeuble, comme je le disais un peu tantôt, mais là, c'est la loi. On dit que ça doit porter sur la jouissance, l'usage et l'entretien du logement loué. La jouissance, comment on en dispose. Bon. Et voici ce que devrait contenir un règlement d'immeuble. Ben, c'est des mesures en cas d'incendie. Je disais tantôt, il faut prendre soin de la bâtisse. Ben, effectivement, on peut interdire des choses parce que c'est dangereux pour le feu. Exemple, interdire de fumer dans les espaces communs. S'assurer que nos détecteurs d'incendie fonctionnent. C'est des choses donc, on peut mettre des règles concernant la prévention d'incendie. On peut aussi mettre des règles pour prévenir le crime. Par exemple, qu'il faut maintenir l'intercom en état de marche, qu'il ne faut pas ouvrir à n'importe qui, qu'on est responsable de nos clés, puis de notre visite. Puis que si notre visite fait des larcins, c'est comme si c'était nous qui les faisions, donc la protection du crime. Des règles pour respecter la jouissance paisible des lieux. Toute la question là, de ne pas faire de bruit, pas déranger les voisins. Donc, on peut mettre des règles là-dessus. Ça, on le comprend bien. Puis aussi, des informations sur l'entretien puis l'usage des lieux. Normalement, les règlements d'immeuble, ils comprennent aussi des explications sur comment un locataire peut porter plainte. Les règlements ne sont pas respectés. Comment on va pouvoir se plaindre à l'Office sur le non-respect des règlements. Puis, normalement, dans le règlement, il va y avoir des normes sur l'occupation des logements. Par exemple, un 3,5, ce n'est pas pour 15 personnes, c'est pour 1 ou 2 personnes. Ça se peut on a parlé il y a 2 semaines des normes d'occupation. Bien, les normes d'occupation, ils peuvent se retrouver dans le règlement. Bon. Là, je suis dans le général, mais vous allez voir, notre discussion d'aujourd'hui, on va prendre des cas concrets. Là, mais je reste juste sur le général pour après ça arriver au cas concret. Donc, l'Office comme propriétaire peut avoir un règlement d'immeuble qui comprend différentes clauses, mais il ne peut pas déroger par ces clauses à ce qu'on appelle les dispositions d'ordre public. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre n'importe quoi dans un règlement. Il y a des clauses que tu n'as pas le droit de mettre parce que ça contrevient à l'ordre public. Des exemples de ça, c'est ce qu'on appelle des clauses illégales. C'est par exemple une clause qui limiterait la responsabilité du propriétaire ou qui le libérait d'une obligation. Je donne un exemple de ça parce qu'à l'Épiphanie, oui, c'est à l'Épiphanie. À l'Épiphanie. Les gens de l'Épiphanie nous écoutent. À l'Épiphanie, dans les règlements d'immeuble, c'était écrit que si un locataire avait de la vermine dans son logement, c'était de sa faute à lui. Parce que c'est lui qui avait fait rentrer la vermine. Et donc, l'extermination serait aux frais du locataire. Ça, l'Office de l'Épiphanie a été obligé de retirer cette clause-là parce que c'est une clause illégale. Parce que vous voyez, ça venait limiter la responsabilité du propriétaire. En partant, le propriétaire dit « Ah, ça ne sera pas de ma responsabilité. » Tu n'as pas le droit, mon ami, tu n'as pas le droit. Un peu de la même façon, un règlement qui dirait que c'est le locataire qui est responsable des dommages causés. Automatiquement, là, même si ce n'est pas de sa faute. Tu sais, un propriétaire qui dirait s'il y a un dommage dans le logement, ben, c'est de ta faute, c'est toi qui restes là, c'est toi qui l'as endommagé. Non, ça aussi, c'est illégal. Comme on l'a vu la semaine passée, quand un logement brise à cause de l'usure normale
du temps, qu'il y a quelque chose qui casse parce que ça a 30 ans, 40 ans d'usure, tu ne peux pas dire non, 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 si ça casse chez vous, c'est la faute du locataire. Donc, vous voyez, c'est des clauses ça, qui sont illégales. Bon, une autre clause, ça serait par exemple, et ça a existé, là, un règlement qui dit que les locataires doivent demander la permission pour ajouter des occupants dans le logement. Je ne sais pas si quelqu'un a le droit de venir rester avec moi, il faut que je demande la permission à mon propriétaire. Non, le propriétaire n'a pas de permission à donner sur qui c'est qui va rester avec toi. Ou encore, c'est arrivé à Buckingham, c'est arrivé dans plein d'offices où on mettait dans les règlements que si en cours d'année, il y avait des nouveaux occupants, l'office se réservait le droit d'augmenter le loyer. Tu sais, ça allait ensemble, les offices disaient, bien là, si quelqu'un vient rester chez vous, il faut que vous nous demandiez la permission. Puis si on vous donne la permission, on va augmenter le loyer. Tout ça, c'était illégal. Tu n'as pas de permission à demander, puis ils n'ont pas le droit d'augmenter le loyer en cours de bail. Donc, c'est des clauses illégales. Bon. Puis une clause qui réduirait les délais d'avis. Ce que je disais tantôt, si on disait, bien, l'office peut en tout temps, l'office peut changer les règlements. Tu peux mettre ça comme clause. Ce n'est pas légal. Tu es censé donner un avis 3 mois avant la fin du bail. Bon, donc, il y a des clauses illégales. Il y a aussi des clauses qui, sans être illégales, pourraient être considérées comme abusives. On va regarder des exemples. Les exemples que je vous donne, là, je ne les invente pas. Hein. Quand il y avait 582 offices au Québec, là, puis qu'on regardait les règlements d'immeubles, je vous dis qu'il y avait des perles là-dedans, là, puis on va en regarder quelques-uns. Donc, il y a des clauses qui, sans être illégales, sont abusives. Puis, juste pour être clair, quand tu mets beaucoup d'interdictions, l'effet que ça a, là, c'est que ça te fait dire, regarde, tu n'es pas chez vous. Là. Si je ne suis pas chez nous, ben, si l'office me montre que je ne suis vraiment pas chez nous, puis que le logement n'est vraiment pas à moi, là, puis qu'il insiste, à un moment donné, ça part l'effet contraire, l'effet pervers de dire, regarde, si je ne suis pas chez nous, là, mais que c'est le logement de l'office, bien que l'office s'en occupe, moi, je ne m'en occuperai pas. Ça part l'effet à un moment donné de déresponsabiliser les gens, de les dévaloriser. Puis je donne un exemple. Il y a un règlement qui disait que tu n'as pas le droit de faire plus que 3 trous dans un mur. Quand tu mets des câbles, là, il y a des offices qui disaient pas plus que 3 têtes d'épingle de trous là, par mur. Ça, c'est un exemple d'un règlement abusif où tu dis aux gens, regarde, je n'ai pas le droit de mettre des câbles. Moi, si j'ai 4 enfants, là, je ne ferai pas juste 3 trous, puis je ne mettrai pas juste 3 câbles, mais en mettre 4, j'en ai 4 enfants. Tu sais, à un moment donné, là, ça a l'effet de tu tapes sur la tête du monde en disant, tu n'es pas chez vous, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Puis après ça, tu demandes aux gens de prendre soin de leur logement. Si tu veux que les gens prennent soin de leur logement, laisse-leur la liberté de mettre ça à leur goût. On ne parle pas de briser les murs. Là. On va regarder des exemples de clauses abusives. Il y a des offices qui ont comme clause l'interdiction d'avoir des sapins naturels à Noël. Je vous jure. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais jusqu'à tout récemment, il y en avait. L'épiphanie faisait partie du nombre. Donc, l'interdiction d'avoir des sapins naturels. Est-ce qu'un propriétaire, de façon raisonnable, peut interdire à quelqu'un d'avoir un sapin de Noël naturel? Puis vous forcez à en avoir un là, en synthétique, là, silver synthétique. Là, moi, j'aime pas bien ça. Ben, non. Même si on se soucie de la prévention des incendies, il n'y a aucun service de prévention des incendies au Québec, dans aucune ville, qui interdit aux propriétaires de bungalows d'avoir des sapins naturels. Ils disent d'avoir une alarme de fumée, de faire attention au feu. Il y a plein de conseils, mais nulle part on interdit d'avoir un sapin naturel. Pourquoi dans les HLM, on pourrait dire ça au monde? C'est de l'abus de pouvoir, c'est exagéré, c'est abusif. C'est penser que les gens des HLM, c'est des gnochons qui sont des locataires de 2e classe, pas aussi intelligents que les autres. Vous voyez, c'est bon. L'interdiction d'avoir des barboteuses. Quand c'est la canicule, comme dans les dernières années, là, des projets famille, puis qu'on crève de chaud, il y a des places, ça va bien, il y a des pataugeuses autour, puis tout ça. Mais il y a des endroits où ce n'est pas le cas, où la piscine municipale est loin en maudit, puis quand les enfants sont très, très, très petits,
c'est juste naturel de dire, on peut-tu remplir une barboteuse qui est haute comme ça, là, qui n'a pas 8 pouces d'eau, puis on peut-tu les baigner dedans? Ben, mettre dans tes règlements d'immeuble qui est strictement interdit d'avoir une barboteuse, là, même si c'est écrit en gros, en noir, puis souligné 3 fois, c'est abusif. L'interdiction de peindre son logement en couleur. Avant, dans la majorité des offices au Québec, on disait qu'il est strictement interdit de peinturer une autre couleur que le blanc ou des tons pastels. Les plus fins le disaient tons pastels. C'est abusif. Le Code civil au Québec, ce qu'il dit, c'est que le locataire a l'obligation, quand il quitte son logement, de le remettre dans l'état où il l'a pris. Et donc, ça permet à un propriétaire, par exemple, qui... Si moi, j'aime le vert, ou le jaune, ou le bleu, ou le rouge, je vais rester 15-20 ans dans un logement. J'ai-tu le droit de la mettre de la couleur que je veux? Oui. Même si le directeur n'aime pas ma couleur. Chacun ses goûts. Par contre, quand je vais quitter mon logement, ce que l'office a le droit de faire, c'est ils sont pas obligés, mais ils pourraient me dire, M. Pilon, pourriez-vous remettre une couche de flat en blanc dans votre logement? Ça, ils ont le droit de faire ça. Mais de passer un règlement qui me dit quelle couleur je vais peinturer chez nous, puis quelle couleur je vais avoir dans la face pendant 15-20 ans, ce n'est pas de leurs affaires. C'est abusif. Et ce n'est pas me traiter comme un citoyen à part entière. Parce que je suis convaincu que les administrateurs de l'office dans le bungalow, ils choisissent eux-mêmes les couleurs. Ben, ou c'est le femme, là, ça dépend, mais en tout cas, c'est les deux, ensemble, mettons, les deux. Comme moi, ici, on me laisserait pas. En tout cas, ici, honnêtement, c'est pas moi qui choisis la couleur. C'est pas moi qui ai le dernier mot, en tout cas, sur la couleur. OK. Il y a des offices qui. Et ça, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais de nombreux petits offices au Québec avaient dans le règlement d'immeuble une clause qui disait combien de fois maximum un chum ou une blonde pouvait venir coucher durant la semaine à la maison. Et je vous jure, j'ai vu des dizaines d'offices où c'était indiqué, par exemple, que personne ne pouvait venir coucher à la maison plus de 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Là, on faisait des jokes sur le nombre de fois, là, mais bon. Mais on s'entend, ça, c'est abusif. De quel droit un propriétaire déciderait de ma vie privée, puis de combien de fois je dors seul ou en cuillère avec quelqu'un d'autre? C'est bon. Et si vous avez ce type de règlement-là, ou encore la limitation des heures pour recevoir de la visite. Des offices disaient, exemple, passer 11 heures, pas de visite dans le HLM. À l'hôpital, ça passe toujours. Mais dans ma résidence, à moi, de me faire dire à quelle heure ma visite peut rentrer et sortir, c'est abusif. Donc, vous voyez un peu le genre de... Il y en a de moins en moins de ce type de clause-là, et tant mieux. Mais on comprend que c'est de quel droit des propriétaires nous imposeraient des règles qui vont au-delà de ce que je disais tantôt, c'est-à-dire protéger les bâtisses, puis éviter que les comportements des uns dérangent les autres. Si on disait qu'il est interdit de faire un bruit excessif, ça va. Interdit de faire un bruit excessif. Mais interdit que ma visite vienne à 11h15, c'est pas la même chose. Vous voyez la différence, là. Que ma visite n'a pas le droit de faire du bruit, ça va. Ça, c'était des principes. Là, ce qui serait intéressant à discuter ensemble, à la lumière de ces principes-là, il y a plein de questions qu'on pourrait jaser. Je vous en donne quelques-unes en vrac, puis après ça, on les jasera comme vous voulez. Mais on a le droit d'avoir des piscines, des trampolines. Je pense plus aux enfants pour les trampolines qu'aux personnes âgées, quoi qu'encore. On n'est pas obligé de juste jouer à la pétanque quand on a 60 ans et plus comme moi. Peut-être que la trampoline, ça... Les barbecues. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des barbecues? Ah, ça pose plein de questions, les barbecues. Hein? C'est le fun, mais en même temps, c'est dangereux pour le feu, ça fait de la fumée, ça sent, des fois, ça sent bien bon, des fois... Enfin, est-ce qu'on a le droit d'avoir des barbecues? Faire sécher son linge, des problèmes de diction. Faire sécher son linge sur le balcon. Est-ce qu'on a le droit? Ou c'est mal propre, ça ne paraît pas bien? Si on a des vélos ou des quadriporteurs, est-ce qu'on peut les stationner à l'extérieur? C'est-tu permis? Pas permis. Les abris d'auto. Il y a des gens dans les stationnements qui s'installent des abris tempo.
On a-tu le droit ou on n'a pas le droit? La peinture de couleur, ça, je vous ai donné quelques indices tantôt. La tapisserie. Est-ce qu'on peut mettre des belles petites bandes de tapisserie dans le haut de notre cuisine? Des clôtures. Ceux qui ont des cours, est-ce qu'on peut clôturer? Même plus simple que ça, est-ce qu'on a ceux qui ont accès à un terrain, là, mettons, tu es au rez-de-chaussée, tu ouvres ta porte patio puis tu es dehors, est-ce qu'on a le droit de planter des fleurs et des arbustes? Ou de s'en faire un jardin? Est-ce qu'on peut fixer des heures pour l'utilisation de la salle de lavage? Est-ce qu'on a... Ça, c'est une colle. Je vous jure, celle-là, j'espère qu'on va la jaser. On a-tu le droit de mettre des décorations de Noël ou d'Halloween dans le corridor? Tu sais, quand on est dans un immeuble à arranger, un immeuble personne âgée, par exemple, avec des corridors, on a-tu le droit d'en mettre dans le corridor? Puis on a-tu le droit d'en mettre sur le balcon? Puis, tant qu'à faire, est-ce que l'Office peut nous dire qu'il y a un temps limite pour mettre des décorations? Passer, mettons, Passer le 1er janvier, l'Office, peux-tu nous dire qu'il faut que tu enlèves tes lumières pour le 4 ou pour le 5? En tout cas, l'Office, pourrais-tu même nous charger des amendes? Enfin, les gens de l'Épiphanie, j'espère que vous allez parler parce que vous auriez là à raconter là-dessus. Bon, qui paye pour l'examination de la vermine? En tout cas, regardez, je vous lance quelques sujets en vrac, mais je suis ouvert à discuter de toutes ces questions-là pour voir, dans le fond, qu'est-ce que l'Office a le droit de mettre dans des règlements, qu'est-ce qui est raisonnable, qui n'est pas abusif, et comment aussi, nous, comme locataires impliqués, comment on peut négocier avec l'Office des bons règlements. Parce que moi, je ne suis pas contre les règlements, ça en prend. Mais ça prend des règlements auxquels on souscrit et qu'on va faire respecter aussi. J'ai fini. Excellent. Merci, Robert. Donc, je vais nous remettre en grand groupe. Donc, première question. Puis ensuite, on va aussi regarder ce que tu as posé comme question, Robert. Donc, notre première question, c'est, bon, les règlements ont été revus puis entérinés par le conseil d'administration. Est-ce qu'ils peuvent être à nouveau revus, amendés? Oups. On va fermer le téléphone. Excusez, il y a quelqu'un qui n'avait pas son micro coupé. Donc, est-ce qu'ils peuvent être à nouveau revus, amendés ou modifiés en tout temps si le CCR le demande? Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'à la limite, à tous les ans, on pourrait modifier certains règlements. À tous les ans, il faut juste, comme je le disais tantôt, il faut que l'Office communique les changements aux locataires avant 3 mois avant la fin du bail. Donc, si nos baux se renouvellent au 1er juillet, au plus tard au 31 mars, il faut que l'Office ait remis par écrit les changements qui veulent être apportés. Donc, n'importe quelle année, on peut modifier des règlements. On peut les modifier à tous les ans, comme on peut garder les mêmes règlements pendant 3 ans, 4 ans, si on est à l'aise avec. Oui, c'est possible. Puis à ce moment-là, l'Office, s'il prévoit modifier le règlement, devrait interpeller le CCR. Aussi. Ben, des deux bords, c'est-à-dire que sinon on veut des changements, on doit interpeller l'Office. Puis si l'Office veut des changements, ils doivent interpeller le CCR. Il faut qu'on se parle. Là. Ça doit être fait en collaboration. Même si, on s'entend, c'est le conseil d'administration de l'Office qui a le dernier mot, parce que c'est eux qui vont voter. C'est eux, le propriétaire, qui vont voter en conseil d'administration les règlements. Mais les lois sont très claires qui doivent travailler en collaboration avec le comité consultatif. Super. Prochaine question. Donc, il y a Ludmila qui demande si l'Office nous met la poubelle sur le balcon sans consulter les locataires ou s'il nous avise par écrit. Est-ce qu'on pense que les locataires peuvent gagner leur cause? Mais j'ai convenu avec Ludmila, elle va nous donner plus de détails. Ludmila, si vous voulez ouvrir votre micro. Parfait. Allez-y. Oui, bonjour. C'est Montréal, c'est votre voisine de l'île. Oui, on a déjà gagné une fois la cause, mais ça revient à la même question chaque fois que le directeur change. On a été visé à l'Assemblée générale qu'on va recevoir les poubelles sur le balcon parce que, puisque c'est le règlement de la ville, 6 logements et moins devraient tous avoir la poubelle sur le balcon, que le recyclage, la poubelle, le compactage va tomber tout sur le balcon. Et le locataire n'était pas d'accord et notre comité
à déposer une lettre qu'on n'est pas d'accord, qu'on va contester ça. Mais plusieurs réponses qu'on a eues que c'est non, c'est le règlement. Et c'est l'inspecteur qui insiste. Et moi, j'ai demandé de parler avec l'inspecteur. J'ai expliqué que ça va être difficile pour plusieurs personnes à cause des maladies, à cause des vermines, d'avoir, et on va perdre la jouissance des lieux. Et en fait, l'inspecteur a dit, ça ne me dérange pas si la poubelle reste dehors. C'est mieux pour nous qu'on va ramasser toutes les poubelles nous-mêmes, la ville. Comme ça, on a défendu notre cause. Mais chaque fois que le directeur rentre, les concierges poussent que c'est déjà devrait remis sur les balcons et chaque fois on devrait aviser. Pour l'instant, on a une bonne collaboration. Mais on a un peu l'inquiétude si dans plusieurs années, si on n'est pas de comité ou que ça pourrait tomber, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que quand moi et plusieurs locataires ont déménagé, on a pensé que, OK, ici, on n'a pas de poubelle sur le balcon et c'est pour ça que j'ai accepté. Et maintenant, ça change et moi, j'ai pas plus pour certaines raisons accepter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Dans le fond, l'enjeu, c'est que dans beaucoup d'immeubles, hein, il y a des grands bacs à l'extérieur. Puis, comme locataire, on va porter notre recyclage, on va porter nos poubelles, on va porter notre compost dans des grands bacs qui sont à l'extérieur. Dans ce cas-ci, ce que je comprends, c'est comme c'est des plus petits logements, l'office ou le concierge, on verra, mais pousse en disant, ben, c'est la responsabilité de chaque locataire individuellement d'avoir le poubelle, puis c'est à eux d'aller les mener au chemin, puis de les ramener, puis de les garder sur le balcon. C'est pas moi comme concierge qui va gérer des gros bacs. Bon. Je comprends que le concierge veut sauver d'ouvrage. Il ne veut pas en faire plus, il va en faire moins. Mais ça, c'est le concierge. Au niveau des règlements, là, il y a la question des règlements municipaux, puis après ça, il y a les règles d'immeubles que l'Office se donne. Juste clarifier, sur n'importe quelle question, là, que ce soit les barbecues, la gestion des ordures, les chiens, quand la municipalité a des règlements, puis je pense qu'à peu près toutes les municipalités ont des règlements, hein, c'est sûr que l'Office ne peut pas aller en bas des règlements municipaux. L'Office ne peut pas dire on va aller à l'encontre des règlements municipaux. Ces règlements municipaux sont à cette hauteur-là. L'Office ne peut pas dire nous autres, on ne les respecte pas et on va en faire moins des HLM. Par contre, il n'y a rien qui empêche l'Office dans ses règlements d'être au-dessus des règlements municipaux, d'être plus généreux que les règlements municipaux. Parce que les règlements municipaux amènent un certain nombre d'interdictions. Les offices ne peuvent pas être moins sévères, mais s'il y a de quoi, ils peuvent quand même. Puis prenons l'exemple des vidanges. C'est la municipalité, et là, je ne suis pas sûr de mon cas, mais c'est un règlement municipal qui dit que dans les immeubles de moins de 6 logements, le propriétaire n'est pas obligé d'avoir un gros container, puis que donc, c'est au locataire d'amener eux autres le vidange au chemin, puis de les ramener, puis de les storer dans le logement. Ça, c'est le règlement municipal. OK. Le règlement municipal, il dit que le propriétaire n'est pas obligé d'avoir des gros containers. OK. Mais ça n'empêche pas l'Office de Montréal de dire non, nous autres, on va être smart avec nos locataires, puis on va en installer des gros containers. L'Office n'irait pas à l'encontre du règlement municipal, il ferait mieux que le règlement municipal. Fait que moi, je pense que l'Association des locataires a raison de tenir son bout, puis de dire à nous autres, là, on ne veut pas que dans les règlements d'immeuble, ce soit une obligation pour le locataire de rentrer et de sortir les vidanges. On a gagné que c'était l'Office qui le faisait, puis on veut que l'Office continue à le faire. Bon, maintenant, est-ce que l'association peut gagner ça tout seul? Comme Montréal, c'est un gros office, qui a beaucoup de petits logements. Moi, je pense que c'est un enjeu pour le comité consultatif des résidents. À Montréal, le comité consultatif des résidents devrait s'assurer que dans les règlements d'immeubles de l'Office qui s'appliquent à quasiment à 10 000 logements familles, qu'on garde cette idée-là qu'il y a des gros containers, puis que c'est pas vrai que tout le monde va garder ses vidanges dans son logement avec sa petite poubelle. C'est pour toutes les raisons que Madame a évoquées, qui sont très vraies. Je pense que vous avez bien raison. Bon. OK. On va passer à une autre question. Donc, il y a Joanne qui nous demande, pour ceux et celles qui ont des armes de chasse,
On a notre réalité montréalaise, là, mais il y a des gens qui vont à la chasse pour se nourrir aussi. Donc, est-ce que ça peut, y a-t-il des règlements là-dessus? Ça peut être mis dans un règlement d'immeuble aussi? Ben, oui, il y a des règlements, mais c'est pas le propre. C'est pas un propre. Au Québec, ce n'est pas les propriétaires de blocs appartements qui font les règlements sur la possession des armes à feu. Ben oui, il y en a des règlements à respecter. Je ne les connais pas très bien, mais l'obligation d'avoir les permis qu'il faut, l'obligation que ce soit dans des contenants fermés, que les munitions soient pas avec les armes. Il y a des règles qui sont plus des règles, je pense, provinciales qui doivent être respectées. Donc, quand tu as comme ça des règles provinciales qui sont en vigueur pour tous les citoyens du Québec, peu importe où tu habites, que tu sois locataire, propriétaire, dans le privé, dans le public, tu as déjà ces règles-là qui s'appliquent. L'Office n'a pas besoin d'édicter ses propres règles supplémentaires. Là. Il y a déjà, les législateurs ont déjà prévu, je pense, un paquet de règles là-dessus. Donc, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Puis ça pourrait être considéré comme abusif qu'un office rajoute des règlements là-dessus. Puis à ma connaissance, là, je pense pas qu'il y en a. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir, puisqu'il y a déjà des règles provinciales. OK. Donc, deux petites questions très pratiques. Est-ce que je peux mettre un tapis à l'entrée de ma porte? Ça a l'air banal, mais ça a déjà été des enjeux. Et ensuite de ça, est-ce que le droit d'avoir une ou deux voitures, puis les stationnements pour les mettre, les voitures, est-ce que ça fait partie des éléments qui sont dans les règlements d'immeuble? Okay. On commence par le feu. Ça a l'air simple, hein, parce que partout, partout, on met des paillassons à l'entrée pour s'essuyer les pieds. Puis ça a l'air, c'est la façon normale de vivre. Hein, essuyer les pieds avant de rentrer. Par contre, les pompiers, là, les pompiers, tu sais, je dis les pompiers. Il y a les pompiers de Chibougamau, il y a les pompiers de La Sarre, il y a les pompiers de Québec, il y a les pompiers de Sherbrooke. Ils ne sont pas toujours d'humeur égale. Là. Pourtant, ils appliquent les mêmes règlements de prévention des incendies. Mais j'ai eu connaissance qu'assez souvent, que lorsque des pompiers ont fait une tournée d'inspection des HLM, ils ont ordonné qu'on enlève les tapis dans les corridors en disant, tu peux avoir un tapis chez toi. Quand tu ouvres la porte, là, que tu aies un tapis dans ton logement pour t'essuyer les pieds, pas de problème. Mais que de mettre des tapis dans les corridors, c'était dangereux en cas d'incendie. Que s'il y avait de la boucane, de la fumée, puis que ça pique les yeux, puis que tu ne vois plus rien, puis que la boucane se ramasse dans le corridor dans le temps de le dire, puis tu ne vois plus rien, tu souffles, les yeux te piquent. Avec ta main, tu t'essaies de suivre le mur pour avancer. Tu peux t'enfarger d'un bottines dans le tapis. Tu peux tomber. Puis la personne qui te suit, elle va tomber sur toi. C'est ce que disent les pompiers. J'imagine qu'ils ont plus d'expérience que moi. Donc, les pompiers, très souvent, vont ordonner qu'on enlève tout ce qui traîne dans le corridor. Non seulement les paillassons, les bottines, les bottes, mais même les décorations. Tu sais, des fois, on met des cadres. Hein? Dans les immeubles personnes âgées, on veut que ce soit beau dans les corridors, donc on met des beaux cadres, des belles peintures sur les murs du corridor. Les pompiers, dans beaucoup d'endroits, exigent que ce soit enlevé pour les mêmes motifs, en disant, si quelqu'un ne voit rien, pleure, a les yeux fermés, fait aller sa main pour se guider le long du mur du corridor. S'il accroche le cadre, puis que le cadre tombe, ça part le même effet que le paillasson. Tu peux t'enfarger dans le cadre, les autres vont tomber sous toi, puis ça va finir. Bon. Donc, oui, pour des raisons de motifs. Tu sais, tantôt, au tout début, je disais, premier motif pour adopter des règlements, c'est la prévention des incendies. Ça fait qu'un office pourrait, dans ses règlements, interdire qu'il y ait quoi que ce soit dans les corridors, autant sur le plancher que sur le mur. C'est possible. Sur la question des voitures... Attends un peu. Je veux juste renchérir, par contre, c'est pas la même application partout. Puis, c'est même un fait vécu. Moi, j'ai vécu en coopérative d'habitation pendant longtemps. Puis, ils enlevaient les meubles pour pas qu'il y ait de chaussures. Par contre, dans cet arrondissement-là, les pompiers permettaient le paillasson. Ouais. Ils permettaient... Nous, on avait des cadres, on avait des artistes dans notre coop. On avait des cadres partout. Oui. Donc,
c'est ça, c'est variable. Mais ce qu'on s'entend, c'est que je vous dis, le conseil d'administration de votre office, lorsqu'il adopte un règlement, s'ils ont eu des représentations des pompiers, puis qu'ils décident de mettre l'interdiction totale de mettre quoi que ce soit d'encombrant dans les corridors, on ne pourra pas aller contre ça. Ça ne sera pas déraisonnable parce que l'Office pourra dire, écoutez, les pompiers nous le demandent, on n'a pas le choix, il faut le faire, c'est vrai. Là où tu peux, je donne un exemple, ça va aussi loin que, tu sais, des fois, dans les halls d'entrée des grands immeubles, on installait des fauteuils pour s'asseoir, pour attendre l'autobus. Mais ça aussi, les pompiers ont exigé qu'on enlève tout ce qui traîne dans des corridors, puis dans lesquels on pourrait s'enfarger en cas de fumée. Les pompiers peuvent exiger qu'on l'enlève. S'ils l'exigent, l'Office va adopter un règlement à cet effet-là, mais il y a moyen de contourner un petit peu cette interdiction-là. Je vous donne un exemple. À Saint-Lambert, on avait des halls d'entrée, 30 aux personnes âgées, on avait des divans, des fauteuils pour s'asseoir en attendant un taxi ou un autobus. Les pompiers ont dit, il faut que vous enleviez ça, c'est dangereux qu'on s'accroche là-dedans. Ils ont compensé par des fauteuils comme au cinéma. Vous savez, des fauteuils qui se relèvent, le banc se relève. Quand il n'y a personne d'assis, le banc est levé. Ça fait que tu ne peux pas t'enfarger dedans. Mais tu peux, quand tu as besoin de t'asseoir, tu descends le banc. Ça fait que, il y a moyen de contourner le règlement, mais le règlement, on ne peut pas le contester, en tout cas, pour des raisons de sécurité incendie évidentes. Pour ce qui est des stationnements, oui, le règlement d'immeuble va déterminer à quelles conditions on utilise le stationnement. La règle générale, c'est que, puis là, il faut faire attention, il y a des immeubles où on a beaucoup d'espace de stationnement, ce n'est pas un problème. L'Office cherche à en donner puis à louer on va vous en louer 2-3 si vous voulez. Par contre, il y a d'autres endroits où il y a moins d'espace de stationnement que de gens qui ont de voitures. Puis là, ça devient une denrée rare. C'est là où c'est important d'avoir une règle sur à qui on va donner un stationnement et qui n'en aura pas. Donc, règle générale, ce qu'on dit, c'est que le principe, c'est que chaque logement devrait avoir au moins, s'il y en a besoin, un stationnement. On devrait être capable, comme Office, de fournir un stationnement à chaque logement. Ensuite, s'il reste des espaces disponibles, l'Office pourrait louer un deuxième stationnement à un même logement. Donc là, mettons, moi, j'ai mon fils qui reste avec moi, on travaille, on a chacune une voiture, ça tombe bien. Si j'ai besoin de 2 stationnements, on m'en loue 2. Je suis content. Mais si en cours d'année, on loue un logement de l'autre côté, puis la personne, elle rentre. Celle qui était là avant elle n'avait pas de stationnement. Là. Mais le nouveau locataire, lui, a besoin d'un stationnement pour une première voiture. Tous les offices ont comme politique de dire, écoutez, nous, on assure un stationnement à tout le monde qui en a besoin. Puis après ça, on va essayer de vous en fournir un deuxième, si on peut. Mais si on a besoin de fournir un stationnement à quelqu'un qui, pour sa première voiture, ça se peut qu'on vous enlève le deuxième stationnement pour le donner à cette personne-là. Donc, il y a des règlements là, qui précisent ça. Tout le monde, on essaie de vous en donner un. Si on peut, on vous en donne un deuxième. Mais si quelqu'un en a besoin d'un premier, ça se peut qu'on vous enlève le deuxième pour le donner à cette personne-là sur un délai d'1 mois. Bon, ça, c'est des clauses normales. C'est plate, mais il faut se mettre dans les souliers de ceux qui louent un logement et qui ont une voiture et qui ne peuvent pas avoir un premier stationnement. C'est pire que ceux qui manquent du deuxième ou du troisième. Bon. C'est malheureux. C'est sûr que la solution, ce serait qu'il y ait soit qu'il y ait du stationnement encore plus, en plus grand nombre, ou encore qu'il y ait moins de gens qui aient besoin d'une auto. Là. Mais on joue dans ces eaux-là, on n'a pas le choix parce que ça ne s'invente pas des espaces de stationnement. Est-ce qu'on privilégie un stationnement pour une première voiture? Bien, imaginez la situation où tu pourrais te retrouver, ce serait débile. Moi, j'ai une grande famille, j'ai besoin de 3 places de stationnement. Je les ai eues. Puis là, je dis, c'est un droit acquis, j'ai mes 3 espaces de stationnement. Puis là, arrive du monde dans les autres logements qui ont besoin d'un premier stationnement, puis on ne pourrait pas le donner parce que moi, j'en ai 3. Puis je dirais, c'est un droit acquis, vous ne pouvez pas me les enlever. Oui, on peut me les enlever. Puis nous, on est à l'aise avec ça parce que l'autre solution, évidemment, c'est de. Il y a des offices qui ont fait venir, je ne sais pas si vous connaissez ça, Communauto. À Montréal, par exemple, l'office a dit, tiens, on va réserver des places pour Communauto. Puis on va inciter nos locataires à faire avec Communauto. Comme ça, ils n'auront pas nécessairement besoin d'une deuxième ou d'une troisième voiture. Puis bon, ça qu'on peut. Soit qu'on agrandit le stationnement, soit qu'on favorise le transport en commun,
mais des fois, on ne peut pas fournir plein de... Tu sais, des offices qui disent à la SHQ, donnez-nous plus d'argent parce qu'on veut agrandir le stationnement. Des fois, si on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace, peut-être qu'on va obtenir la permission d'agrandir notre stationnement. Mais si on avait déjà, mettons, un espace de stationnement pour chacun des logements, ça va être dur de convaincre la SHQ de nous donner des dizaines de milliers de dollars pour agrandir les stationnements. Ça, c'est clair. Puis nous-mêmes, comme fédération, on dit, il vaudrait peut-être mieux mettre cet argent-là dans la rénovation des salles de bain, des cuisines, que dans les agrandissements à pu finir des stationnements. Là. Enfin. Mais il va toujours avoir des mécontents, puisqu'il y a des endroits où, c'est clair, il n'y a pas assez d'espace de stationnement pour le nombre de voitures qu'il y a. Là. Et là, se rajoute à ça la question des visiteurs. Est-ce qu'on réserve dans le stationnement des espaces pour les visiteurs? Combien d'espaces? Et la réponse à ça, là, ça serait de dire les comités consultatifs de résidents. C'est nous autres qui sommes les mieux placés pour discuter de ça avec l'Office. On a-tu besoin de 3 espaces de visiteurs, 5? On élimine tous les espaces de visiteurs pour plutôt permettre à M. Pilon, qui a besoin de 2 places de stationnement, d'en avoir un pour son fils. Je pense que c'est à vous, comme comité consultatif, à discuter de ça avec les offices, parce que c'est des vrais problèmes concrets, quotidiens, là, pas faciles à résoudre. OK. On a plusieurs autres questions. Dans le fond, là, je vais céder la parole à Pauline Roy de l'Épiphanie, qui aimerait partager. C'est ça, hein? Tu les as interpellés, Robert. Alors, Robert, tu nous as interpellés, on est là. Bonjour, Pauline. À propos des lumières de Noël, on a eu un gros cas là-dessus. L'Office chargeait à l'allocataire 5 $ par jour supplémentaire du mois de janvier. Fait qu'on a eu un gros problème là-dessus. La même locataire, parce que la plupart des choses que tu as mis, as-tu pensé à nous autres sur là-dessus? Parce que c'est pas mal tous les problèmes qu'on a eus ici à l'Épiphanie qu'on est en train de régler en ce moment avec notre nouvelle directrice, que c'est beaucoup mieux qu'avant, plus communautaire, plus humaine que celle qu'on avait auparavant. Mais, tu sais, comme le coucher, tu sais, la personne, elle doit venir 3 jours, coucher 2 soirs, pas plus. Ça aussi, on est en train de travailler ça parce que c'est un très gros problème à l'Épiphanie. Le monde ne veut pas recevoir de la visite parce qu'ils ont peur de se faire amener à Régie du logement. Puis la peinture, c'est la même chose. Il faut mettre des couleurs pâles, pas mettre des couleurs foncées. C'est tous les problèmes qu'on va essayer de régler pour 2021 pour les règlements. Revenir là-dessus parce que comme 2020, on s'était pris trop tard, on n'a pas pu faire aucun changement. Mais pour 2021, ça va arriver qu'on va prendre le temps de reviser les règlements au complet de l'Office à l'Épiphanie. C'est un bon exemple. Je suis content. Oh, vas-y, excuse-moi. Non, je trouvais que l'Épiphanie, c'est un exemple positif d'un endroit où on avait des règlements abusifs. Et là, les locataires, grâce à l'association, sont pris en main. Puis là, on est en train. Puis il faut aussi dire que les locataires sont pris en main. Les locataires ont protesté. Vous êtes tenus, puis je sais mon chapeau. Ça a amené le conseil d'administration à changer la direction de l'Office. La directrice n'est plus la même. Puis, je pense que là, il y a un bon dialogue entre le CA de l'Office et le comité. Puis, vous allez faire des changements qui vont être bénéfiques pour... ça va être plus facile à vivre pour les locataires puis aussi pour les membres de l'Office. Ça va être gagnant pour tout le monde, puis c'est le fun. Mais des fois, c'est pas facile. Hein? Puis, on a l'impression que, parce qu'on vit dans un HLM, que quand le directeur ou la directrice ou que l'administration adopte des règlements, que ça doit être légal, hein? C'est le gouvernement. Fait que si le gouvernement décide ça, ça doit être légal, ils doivent avoir vérifié, mais ce n'est pas toujours le cas. À l'Épiphanie, en tout cas, c'était carrément illégal. La joke, c'est imaginez, l'Office s'était attribué le droit de donner des amendes de 5 $ par jour à ceux qui n'enlevaient pas les lumières de Noël à telle date. Ou encore, dans le stationnement, si les autos n'étaient pas bien stationnées, l'Office, comme Office, là, allait donner des amendes aux locataires.
de quel droit un propriétaire au Québec peut donner des amendes à un locataire? C'était de l'abus grossier de pouvoir. Puis heureusement, bien, les locataires ont mis fin à ça, là, puis tant mieux. Donc, il est 2h25. On va peut-être prendre une dernière question, puis peut-être tu peux faire un petit blitz rapide. Tu as posé comme question tout à l'heure, juste pour qu'on ait le temps après de faire un petit retour puis faire les annonces. Donc là, on est un petit peu serré dans le temps, mais je prendrai quand même une dernière question de Mélissa de la Prairie, parce que ça fait un petit moment qu'elle nous l'a posée. Elle dit, malgré le fait que la loi sur le cannabis a été modifiée, un locataire a-t-il le droit de faire pousser et consommer même si les règlements d'immeuble l'interdisent? Si notre office ne s'occupe pas de la cause, à qui peut-on s'adresser? OK. Là, il y a différents éléments. Il faut dire, au Québec, le gouvernement provincial a adopté une loi qui interdit la culture du cannabis dans un logement. C'est interdit. Tu n'as pas à mettre ça dans un règlement d'immeuble d'un propriétaire ou un autre. Là. Le gouvernement du Québec a dit à grandeur de la province de Québec, tu n'as pas le droit de faire pousser du cannabis chez toi. Un plan, 2 plans, peu importe, tu n'as pas le droit. Bon. Donc, c'est un geste qui est illégal. Moi, je pense que sur la question du tabac et du cannabis, moi, je pense qu'on va faire une rencontre juste là-dessus parce que ça prend plus que 5 minutes pour en jaser. Mais ce qui est sûr, c'est quand un locataire, un ou une locataire, là, est dérangé par l'odeur du tabac ou du cannabis, au-delà de savoir si le voisin, il a-tu le droit de fumer ou pas le droit de fumer, c'est pas ça la question. Moi, si je suis dérangé par l'odeur persistante là, du tabac ou du cannabis, j'ai le droit de me plaindre. Parce que je suis lésé, je paye un loyer, j'ai le droit d'avoir la jouissance paisible des lieux. Ça fait que si l'odeur est tellement dérangeante là, que oui, j'ai le droit de me plaindre. J'ai le droit de me plaindre à mon office pour qu'il règle le problème. De la façon dont il voudra, mais qu'il règle mon problème. Et si ça ne marche pas, j'ai le droit même d'aller à la régie, comme locataire, je peux aller à la régie du logement et demander une réduction de loyer parce que je ne peux pas jouir convenablement de mon logement, parce que je suis dérangé à cause de l'odeur du tabac ou du cannabis. Ça fait que oui, on a des droits, mais je ne peux pas aller bien plus longtemps là-dessus, mais ce qu'on pourra faire, c'est faire un lundi sur le tabac puis le cannabis et regarder tout ça avec un grand plaisir. Je pense que c'est une très bonne idée, Robert, parce qu'on a souvent des questions là-dessus sur la ligne d'intervention. Donc, parfait. Est-ce que tu as quand même envie en disant oui, non, oui, okay. Non? Hein? Oui. Si tu nous remets ton dernier tableau, je pense que c'est intéressant là, de quand même conclure là-dessus. Bonne idée. Donc, regardez, prenons l'exemple. Est-ce qu'on peut installer une vraie piscine? Une piscine là, que tu n'enlèves pas le soir, là. Ben, ce que je vous dirais, regardez, à Cowansville, les gens ont le droit d'installer des pataugeuses, à la condition, évidemment, qu'il y ait quelqu'un qui est là pour les surveiller, puis aussi le soir de la vider puis de l'enlever. Ça, c'est pour ce qu'on appelait les turtles, là, les tortues, les petites piscines de moins d'un pied qu'on remplit puis on vide. Bon. Si on les vide le soir pour être sûr qu'il n'y a pas d'enfants qui aillent se noyer dedans durant la nuit, on n'a pas de permission spéciale à demander là-dessus. Dans le cas d'installer une vraie piscine, ben, oui, il y a des offices qui permettent l'installation de piscine, mais dans le respect des règlements municipaux. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle personne, tu as l'obligation d'avoir une clôture de telle hauteur. Ta piscine, il ne faut pas qu'elle soit trop près de la clôture. Il faut que ce soit barré. Donc, mais c'est possible dans les HLM, les chanceux qui ont des terrains, qui ont des clôtures. Si on respecte les règlements municipaux, c'est possible d'avoir des piscines. Ça se négocie avec l'office. Même chose pour les trampolines. Quand on dit un trampoline, c'est possible, mais encore là, il faut respecter les règlements municipaux. Souvent, on va exiger que ce soit dans un endroit clôturé pour pas que n'importe quel enfant puisse embarquer dedans. Donc, on se renseigne sur quels sont les règlements municipaux, puis ensuite, on regarde si on pourrait les respecter dans la cour de notre HLM, puis on discute ça avec l'office. Les barbecues. Tout le monde au Québec va avoir des barbecues. Tu as des offices qui les permettent, tu as des offices qui les interdisent. Moi, je vous dirais, du point de vue de la Fédération, ce qui est logique, c'est de dire les barbecues, c'est dangereux pour le feu s'ils sont à côté sur le parement là,
le mur du HLM. Si on a un tout petit balcon, puis que la seule place où on peut le mettre, c'est à côté, directement sur le mur de la bâtisse, ça devrait être interdit. Malheureusement, ça devrait être interdit parce que je peux vous nommer au moins, de mémoire, 4 HLM qui ont passé au feu, perte totale, à cause de barbecues collés sur le mur. Par contre, si nos balcons sont assez grands et qu'on peut mettre le barbecue de l'autre bord, pas collé sur le mur, là, mais à l'opposé, vers la cour, puis que là, il ne peut pas mettre le feu au bloc, il devrait être permis. Donc, un règlement intelligent devrait se dire, dans certains immeubles, on ne les permettra pas parce que c'est vraiment dangereux pour le feu, puis dans d'autres immeubles, les chanceux, on va le permettre parce que ce n'est pas vraiment dangereux pour le feu. Donc, on peut avoir un règlement à géométrie variable, dépendamment de la réalité des bâtisses, de la grandeur des balcons. L'idée, ce n'est pas de mal faire et de dire on va priver tout le monde d'en avoir. C'est de dire c'est une bonne idée d'en avoir. Partout où c'est sécuritaire, on va permettre aux gens d'en avoir. Puis aux endroits où c'est vraiment pas sécuritaire, malheureusement, on va interdire aux gens de les mettre sur le balcon. On va peut-être pouvoir leur permettre de le mettre ailleurs, dans la cour. Mais ça, c'est toujours dans l'idée de dire, c'est-tu dangereux pour la bâtisse ou pas? Faire sécher son linge sur le balcon, tu as des offices qui interdisent ça en disant c'est pas beau. Ça ne donne pas une belle image de notre bâtisse, ça, de voir des bobettes sur la galerie. Bien, à mon avis, c'est un règlement abusif. Si moi, Robert Pilon, là, je décide de mettre mes serviettes pendant 2 heures sur la galerie, sur une corde, puis que je les enlève après ça parce que je trouve que ça sent bon, puis que ça ménage l'électricité, puis ça protège la planète, on ne peut pas mener à la régie du logement en disant « Monsieur le juge, je ne sais pas ce que M. Pilon a fait, l'écœurant. Il a contrevenu un règlement en faisant sécher son linge, sa galerie. Mettez-les dehors de son HLM pour ça. On se comprend, c'est ridicule, c'est abusif. Les abris d'auto, est-ce qu'on peut en mettre un dans le parking? Non. Il y a du monde qui aimerait ça, là. Les abris tempo. Malheureusement, on ne peut pas mettre un abri parce que notre espace est généralement mitoyen d'espace de d'autres personnes. Puis on vient trop limiter l'espace. Ça peut être difficile pour les autres de pelleter, de rentrer dans le logement. En tout cas, ça peut déranger les autres voisins. C'est au nom de ça que les offices peuvent dire, ben non, on ne peut pas le permettre. La peinture, on en a parlé. Je peux mettre de la tapisserie chez nous, je peux peinturer chez nous, je peux faire ce que je veux, je suis chez nous. Mais le jour où je vais quitter mon logement, l'office a le droit de me demander de le remettre dans un état normal. Donc, peut-être enlever la tapisserie, peut-être mettre du flat. Les clôtures, planter des fleurs, c'est un peu délicat. Les clôtures, c'est clair, ça prend la permission de l'office. Le terrain ne nous appartient pas. Le terrain appartient à l'office. Si on veut s'en approprier une partie par une clôture, il faut obtenir la permission de l'office. En plus, ça coûte cher. Planter des fleurs et des arbustes, si on est au rez-de-chaussée, je vous dirais la même chose. On peut le faire, mais il faut demander la permission parce que c'est arrivé souvent que des gens aménagent leur espace, ils prennent de la place, ils en prennent beaucoup de place, puis prennent des fois la place des espaces des autres, et ça peut être une source de conflit. Donc, c'est normal que le terrain ne vous appartient pas. Si vous voulez faire des choses à l'extérieur, ça prend l'entente de l'office. Sinon, on pourrait vous forcer à défaire ce que vous avez fait. Des heures de salle de lavage, ça, c'est un bel exemple. Oui, l'office sera en droit de dire, bien, on peut laver jusqu'à 10 heures, on ne peut pas laver avant 7h30 le matin. Pourquoi? Rappelons-nous les deux objectifs. On ne veut pas que ça brise la bâtisse ou les logements, puis on ne veut pas que ça provoque des chicanes de voisins. Les gens qui lavent trop de bonne heure ou trop tard, ça peut déranger le monde qui sont dans les logements avoisinants, la laveuse, la sécheuse. Ces gens-là seraient dérangés. Donc, oui, l'office est autorisé à mettre des heures normales. Il se discute ces heures-là. On peut dire à l'office, ça ne devrait pas être 8 heures, ça devrait être 7h30 dans un logement famille. Mais oui, c'est pas abusif de la part de l'office d'adopter comme ça des heures pour l'usage des lieux communs. Les décorations de Noël puis les décorations, bon, on en a parlé un peu tantôt, vous avez le droit de décorer à votre goût. Par contre, pour des raisons de sécurité incendie, l'office peut nous mettre des limites, surtout dans les corridors et dans les espaces communs. L'office n'a pas le droit, par contre, de nous dire si tu n'enlèves pas tes lumières de Noël sur ton balcon à passer le 15 janvier, on va te charger plus cher ou on va les saisir. Là. Ça, s'ils n'ont pas le droit de faire ça, on n'est pas si à court d'électricité que ça au Québec.
Est-ce qu'on peut garder nos petits-enfants couchés? Ça fait du bruit, les petits-enfants, quand ça se lève le matin? Oui. Oui, bien sûr qu'on a le droit d'avoir de la visite chez nous. Ce n'est pas contraire à aucun règlement. On peut recevoir du monde à coucher, des jeunes, des vieux, des tout-petits, sauf en raison de la COVID, là, on s'entend. Mais donc, c'est des choses qui sont permises. Puis, pour ce qui est de l'extermination, si j'ai de la vermine chez nous, là, je me dépêche d'appeler à l'office municipal, puis je lui dis que j'ai de la vermine. C'est leur responsabilité à eux de payer pour l'extermination, même si ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois que j'ai de la vermine, là, c'est leur responsabilité. L'office ne peut pas me charger pour ça. Le seul moment où l'office pourrait me charger pour de la vermine, c'est s'il pouvait faire la preuve, mais vraiment faire la preuve là, que c'est moi qui les a rentrés. Ça, il n'y a aucun office ou à peu près qui peut prouver ça. Hein. Que moi, dans mon sac d'épicerie, c'est moi qui ai rentré les 2 coquerelles qui ont formé ensuite, là, qui ont fait des petits. C'est très. Je pense qu'en 30 ans, moi, j'ai vu ça 1 fois qu'un office puisse prouver que c'était la faute du locataire. Il ne faut pas être gêné pour appeler pour l'extermination. Mais vous voyez, le principe, c'est toujours les mêmes. Est-ce que ce qu'on va faire, c'est dangereux pour la bâtisse ou est-ce que ça peut déranger les autres voisins? Si ce n'est pas dangereux pour la bâtisse et que ça ne dérangera pas les autres voisins, on devrait avoir le droit. Donc, bien, là, on a dépassé notre temps, mais on a sauté, Joanne nous a fait remarquer qu'on a sauté notre point quadriporteur, puis Odette Pelletier nous demande est-ce qu'on a le droit d'enlever de la pelouse puis planter des fleurs, des tomates sur le terrain HLM. Fait que là, 2 phrases, Robert. Non, c'est pas du 9h30 à 3h, notre truc? Oui. Puis là, il est 3h moins 25. Ah, je m'excuse, je pensais, OK, bon, je rushais, là. Je m'excuse, c'est moi qui est trop d'avance. OK. Puis là, on a plein de questions, mais là, je trouvais ça dommage. OK, bon, ben vas-y, Robert. Je suis désolée de te rusher pour les fleurs et la pelouse, je pense. La réponse, c'est malheureusement, c'est-à-dire non. Le terrain ne nous appartient pas. Quand on signe un bail, c'est pour notre loyer. L'intérieur de notre logement, ça, c'est sacré, c'est à nous. L'intérieur de notre logement, c'est à nous. On fait pas mal ce qu'on veut à l'intérieur de notre logement. Mais à l'extérieur, dans les espaces communs et sur le terrain de l'office, même si c'est devant chez nous, là, ça ne nous appartient pas. Donc, il faut demander des permissions. Si on arrache le gazon de l'office, il vaut mieux demander la permission à l'office parce que sinon, il pourrait nous forcer à le ressemer. Mais c'est une bonne idée d'aménager notre espace là, à l'extérieur, de planter des fleurs et tout ça. Mais il faut s'entendre avec l'office. Puis même, je vous dirais, quand on a une association de locataires, là, moi, à Bromont, par exemple, l'association des locataires s'est assise avec le directeur de l'office pour dire regarde, hey, c'est un gros gazon. Là. Ça a l'air d'un terrain de football, notre affaire. On peut-tu aménager ça avec des petits arbres, des arbustes, des fleurs? Puis l'association a fait un plan d'aménagement. Ils ont jasé entre locataires, puis avec l'office, puis ils ont dit parfait, ça va être ça le plan. Et là, chacun savait, par exemple, que quand tu ouvres sa porte patio, puis qui donne dehors, bien, ils ont tel espace qu'ils peuvent aménager. Chacun pouvait aménager un petit espace, mais ça a été négocié. L'association, non, tous les locataires, on a négocié avec l'office. On a négocié où c'est qu'on mettrait des bacs à fleurs, où c'est qu'on mettrait les jardins communautaires. Fait que pour ça, il vaut mieux négocier ça collectivement. Puis là, après ça, que d'essayer de négocier ça individuellement. Je pense que c'est une meilleure idée. Mais quand tu négocies collectivement comment tu vas aménager de l'extérieur, après ça, c'est plus facile pour chaque locataire de savoir, OK, moi, j'ai cet espace-là à moi. C'est à moi, je fais ce que je veux dedans. Ça se négocie. D'ailleurs, il y a plusieurs subventions, dont Nouveaux Horizons, hein, qui permettent l'aménagement avec des bacs pour cultiver des bacs à fleurs. Donc, je pense qu'il y a plusieurs offices qui en profitent. Là, Joanne nous avait fait remarquer qu'on a sauté le point des quadriporteurs. OK. Ça, c'est une question complexe. Quadriporteurs à l'extérieur, oui. Question complexe. Mettons, la première logique, c'est que quelqu'un qui a un quadriporteur devrait le rentrer chez lui. C'est à lui, il devrait le rentrer chez lui. Ce n'est pas une voiture. Les stationnements, normalement, ne sont pas faits pour ça. Les stationnements, on en parlait tantôt, c'est fait pour des chars. Il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas assez. Donc, la première idée, c'est que, logiquement, quand tu as un quadriporteur, c'est que tu n'es pas suffisamment mobile. Tu as des difficultés de mobilité, donc ça devrait t'amener à ton logement.
On sait dans la réalité que les quadriporteurs, il y en a tous les genres, il y en a des gros, il y en a des moyens, il y en a des petits. Puis il y en a carrément qui n'ont pas la possibilité. Ça obstrue. Quand tu rentres dans ton logement, ça en devient même dangereux pour le feu. Ça obstrue l'entrée. Si le feu pognait, tu pourras avoir de la misère à rentrer ou à sortir. Donc, il y en a qui, à raison, qui disent ben, mon quadriporteur, je ne peux pas l'avoir chez moi. Je pourrais-tu le storer à l'extérieur, dans le stationnement, dans le garage souterrain? Tu sais, il y a un besoin de locataire de dire ben, j'ai besoin d'un espace supplémentaire. Je ne veux pas rentrer mon quadriporteur chez moi. Puis en plus, on se comprend, souvent c'est salaud aussi. Pas toujours, mais des fois, surtout l'hiver, hein, de rentrer le quadriporteur au 7e étage, dans la neige, la gadoue, tout ça. Tu sais, tu peux briser les murs. Ce n'est pas une mauvaise idée de dire que quelqu'un qui n'en a pas absolument besoin. Il y a des gens qui sont lourdement handicapés, qui ont besoin d'un quadriporteur qui vont dans leur logement. Tu sais. Mais tu en as d'autres qui, effectivement, pourraient dire, ben, si on avait un espace d'aménager à l'extérieur, on ne le montrait pas en haut. Puis bon, donc, c'est un besoin, c'est une bonne revendication, puis vous avez raison de demander ça. La réponse des offices, par contre, et là, on n'est pas dans le règlement d'immeuble. La réponse des offices, ça serait de dire, OK, on comprend qu'il y a des gens qui ont ce besoin-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à votre besoin? Puis là, on va se creuser les méninges, hein, on va jaser avec l'Association des locataires ou le CCR, puis on va se dire, où c'est qu'on peut y mettre les quadriporteurs ou les triporteurs, où c'est qu'on peut les mettre? On a-tu de l'espace libre dans le stationnement? On a-tu de l'espace libre dans le sous-sol, au rez-de-chaussée? On peut-tu prendre, exemple, un grand logement, 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée, qu'on a de la misère à louer, là, parce qu'on n'a pas de couple. On peut-tu prendre un 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée, le transformer en une chambre à coucher et prendre la chambre à coucher qu'on aurait libérée pour en faire une salle de storage de quadriporteurs? Tout ce qu'on aurait à faire, dans le fond, c'est mettre ouvrir une porte dans le corridor, une nouvelle porte, et là, on aurait comme ça un appartement pour y loger 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadriporteurs. Il existe des solutions. Mais on est au-delà du règlement d'immeuble. Parce qu'un règlement d'immeuble, est-ce qu'un office a le droit de permettre ou d'interdire qu'on laisse les quadriporteurs à l'entrée? Oui, ils ont le droit de les interdire. Ils pourraient dire c'est dangereux, on ne veut pas de quadriporteurs dans le stationnement, puis ils pourraient dire on n'en veut pas non plus au rez-de-chaussée de l'immeuble, c'est dangereux. L'office a le droit de permettre ou d'interdire la présence. Mais au-delà du fait qu'ils ont-tu le droit de le permettre ou de l'interdire, il reste le vrai problème que le monde en a besoin, qu'il faut les storer quelque part, puis que ce n'est pas toujours la bonne idée de les storer dans nos logements. Donc, il faut créer des espaces pour stationner les quadriporteurs de nos gens. Et puis là, c'est une discussion à avoir entre le CCR et l'Office, de voir où c'est qu'on peut les mettre. Mon exemple de prendre un 4,5, de le transformer en 3,5, puis d'utiliser l'appartement libre au rez-de-chaussée pour en faire un espace de rangement, c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres solutions que vous connaissez, mais il faut se creuser les méninges, là. Parce que on a beau dire que l'Office peut les interdire, ça ne règle pas le problème. Hein? Que ces offices les interdisent, ça ne fera pas que le monde va être moins en perte d'autonomie, puis qu'ils vont besoin de ces outils-là, de ces appareils-là pour continuer à vivre. Donc, on ne peut pas se fermer les yeux sur le problème, il faut trouver des solutions. La Société d'habitation du Québec, dans les budgets de rénovation, permet aux offices d'utiliser ces argents-là pour aménager à un coût raisonnable des espaces de rangement pour les quadriporteurs. C'est d'autres options, là. Mais là-dessus, il faut se battre. OK. Merci. On a une question qui dépasse un peu, en fait, peut-être qu'on peut se remettre en grand groupe, si tu veux. Oui, excuse. Donc, on a une question, c'est ça, qui dépasse la question des règlements d'immeubles, mais je pense que c'est intéressant. Il y a Cécile Ladon qui demande, qui l'amosse, est-ce qu'un logement qui est vacant, il y a un temps limité pour le louer, de le relouer, en fait, de la part de l'Office? Vous savez, à chaque fois qu'un logement est vacant, ben, ça prive l'Office d'un mois de loyer. Hein? Donc, regardez, actuellement, si vous allez sur le site Internet de la Fédération, vous allez voir que notre fédération, pour la première fois en 27 ans, on demande à la SHQ de mettre en tutelle l'Office municipal de Longueuil. Puis on dit que l'Office municipal de Longueuil, c'est un scandale. Il y a un climat de travail toxique qui fait qu'on ne donne pas des bons services aux locataires. Il y a 20 % du personnel qui a déserté. Et un des effets,
c'est qu'il y a des logements qui sont vacants depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 7 mois. C'est pas illégal. C'est-à-dire, un office comme ça, là, qui a des logements vacants, c'est pas illégal. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui attendent dehors pour en avoir. Et ça a aussi pour effet que pendant 7 mois, on n'a pas perçu de loyer. Donc, le gouvernement du Québec va payer pour ce déficit-là, hein, qui est plus grand. Le déficit d'exploitation, quand les locataires ne paient pas de loyer parce que les logements sont vides, c'est le gouvernement qui paye la différence. Donc, ce n'est pas illégal. C'est de la mauvaise gestion. C'est un gestionnaire inefficace. On a raison de se plaindre. Moi, je pense qu'il faut signaler ça au conseil d'administration. Il faut signaler ça aussi à la Société d'habitation du Québec. Ce n'est pas normal au Québec que les logements soient vacants. Ce qui est normal, là, c'est 3 mois. Ça a l'air long, 3 mois. Mais vous savez, quand on accorde un logement à quelqu'un, lui doit résilier son bail chez son propriétaire privé. Il doit donner un avis de 3 mois. Donc, c'est logique que pendant 3 ou 4 mois maximum, le logement demeure vacant. 3 ou 4 mois maximum, mais pas plus. Au-delà de ça, c'est de la mauvaise gestion de la part de l'Office, puis il faut le signaler. OK. Puis, en fait, tout à l'heure, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûre qu'on n'y a pas répondu. Il y avait Denise Lavigne, qu'on était sur la question du stationnement. Madame Lavigne nous demandait est-ce qu'il y a une obligation d'avoir au moins une place de stationnement visiteur? Parce que j'imagine aussi, il y a les gens qui viennent nous voir, hein, mais il y a aussi les gens du CLSC, des fois, qui viennent donner des soins, tout ça. Donc, est-ce que c'est une obligation, Robert? Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, l'obligation qu'il y a, puis elle est légitime, c'est que ce que la SHQ demande aux offices, c'est de dire, écoutez, dans la mesure du possible, vous devez accorder une place de stationnement par logement. Donc, la priorité va au locataire. Moi, je loue un logement, je signe un contrat avec l'office, j'ai le droit d'avoir un stationnement. Après ça, l'excédent de stationnement, là, l'office a 2 choix. Est-ce qu'on garde des espaces réservés pour la visite ou est-ce qu'on permet aux locataires de louer un 2e ou un 3e stationnement? Ça, c'est chaque office, donc chaque direction d'office et à la limite, chaque conseil d'administration d'office qui décide. Est-ce que c'est pertinent de prendre ceux qui restent pour avoir 1, 2, 3 espaces visiteurs ou est-ce qu'on préfère, on a plein de gens qui ont un 2e char puis on va le louer. Donc, il n'y a pas une obligation d'avoir des espaces visiteurs. La seule obligation qu'il y a, c'est une obligation importante, c'est de réserver un espace pour les véhicules d'incendie. Ambulance, pompiers. Il faut qu'il y ait un espace. Ce n'est pas un espace de stationnement, on s'entend, c'est un espace de sécurité incendie. Là. Ça, il y a une obligation. Puis on comprend pourquoi. Là. OK. On a aussi ici une question qui nous dit, bon, admettons, là, c'est Joanne qui nous dit, admettons, est-ce qu'on pourrait prendre les salons qui ont, eux, sur chaque étage, puis les aménager pour les vélos puis les quadriporteurs? Puis à ce moment-là, est-ce que l'Office pourrait charger des frais aux locataires pour faire ça? C'est une excellente idée. Puis il y en a qui l'ont fait. Donc, si tu prends, par exemple, si devant l'ascenseur au 2e ou au 3e, devant l'ascenseur, tu avais un espace suffisamment grand pour aménager un petit salon là, ouvert, c'est sûr que si on veut transformer ça en lieu pour mettre des quadriporteurs, il faut le fermer. Il faut le fermer avec une porte. Il faut en faire vraiment une pièce fermée pour des raisons de sécurité incendie. Pour pas que le monde qui a les yeux et qui pique dans la fumée, là, qui va être plus clair à le s'enfarger dans les bicycles ou dans les quadriporteurs puis meurt là, c'est pas ça qu'on veut. Donc, oui, on peut fermer ces espaces-là pour en faire un espace supplémentaire de rangement. Il y a des offices qui l'ont fait, c'est une bonne idée. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut charger aux locataires pour ça? Non. Parce qu'actuellement, il y a un règlement provincial sur les loyers qui est assez précis. Hein? On calcule les revenus de tout le monde, puis on dit ensuite que l'Office a le droit de charger 5 $ pour un air climatisé, 5-10 $ ou 20 $ pour un stationnement, 75 cents par brassée de lavage. C'est précis comme règlement. Mais ce règlement-là, il ne permet pas aux offices de charger autre chose. Donc, tu ne peux pas en rajouter. Tantôt, on parlait de l'Épiphanie qui chargeait 5 $ de plus aux locataires qui avaient le lumière de Noël
après le 15 janvier, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que le règlement, il est tellement précis, ça dit aux offices qui ont le droit de charger, ils n'ont pas le droit d'en charger plus. Mais ça n'empêche pas l'office d'aménager l'espace puis de mettre des prises électriques. Regardez, les offices ont 304, cette année un peu moins, là, mais dans les 10 dernières années, en moyenne, les offices ont reçu 300 millions pour rénover les HLM, les moderniser. Bien, moderniser les HLM, c'est en plein ça. Les gens vieillissent, ils ont des quadriporteurs. Bien, moderniser les immeubles personnes âgées, c'est créer des espaces où on va les mettre, ces quadriporteurs-là. On va être capable de les brancher. C'est ça, moderniser les HLM. Ils ont eu de l'argent pour ça. Ils n'ont pas besoin d'en plus d'en charger aux locataires qui sont pauvres. Là. OK. Merci. Je vous partagerai un commentaire, en fait, de Ludmilla, puis je pense que c'est pertinent parce qu'on a dit tout à l'heure que les logements, en fait, l'Office devrait les louer le plus rapidement possible, mais ce qu'elle nous dit, c'est ça a l'air que l'Office à Montréal, qui a beaucoup d'unités de logement, on regarde quelques logements pour les urgences, donc le feu, les cas de violence conjugale, tout ça. Donc, j'imagine que c'est permis, Robert. Ben, moi, je pense, oui, tout à fait. C'est une bonne idée, mais ça se fait tout naturellement. Je ne pense pas que, comme il y a, tu sais, tantôt, je disais, quand on loue un logement, ça prend au moins 3 mois, là, il y a toujours un roulement. Il y a toujours des logements qui sont vacants. Hein. Il y a, dans les immeubles personnes âgées, c'est bête à dire, mais il y a 10 des logements qui se libèrent chaque année. Partout, là. Dans un immeuble personnes âgées, il faut être sûr, il y a 10 des logements qui vont se libérer dans l'année pour des raisons évidentes. Hein. On n'est pas éternel puis on décède, ou on se retrouve. Bon. Donc, il y a toujours des logements qui se libèrent. Donc, l'Office n'en met pas de côté. Là. Ils ne disent pas, ceux-là, on ne les loue pas. C'est qu'il y a toujours des logements qui se libèrent en cours d'année. Dans un gros office comme Montréal avec 22 000 logements, bien, 10 de 22 000, ça fait 2 200 logements. Ça fait que tu es sûr que dans l'année, il va y avoir 2 200 logements qui vont se libérer. Puis comme on l'a vu il y a 2 semaines ou 3 semaines, les règles d'attribution des HLM font que si quelqu'un passe au feu ou si quelqu'un se réfugie dans un centre pour faire une victime de violence conjugale parce que sa vie est en danger, bien, ces gens-là, l'Office va dire, bien, venez-vous-en. On a des logements là, qui se libèrent. Là. Mais c'est pas du gaspillage, c'est pas des logements qui sont là, qui ne servent pas au cas où un jour quelqu'un en aurait besoin. C'est pas ça. C'est qu'il y en a qui se libèrent tout naturellement. Puis effectivement, ceux qui peuvent rentrer en priorité dedans, c'est, par exemple, les gens qui passent au feu ou les femmes victimes de violences conjugales. C'est une bonne politique. Puis là-dessus, en tout cas, nous, on n'a rien à redire contre les offices. Là. C'est là pour aider le pauvre monde, les HLM, hein, ceux qui en ont le plus de besoins. Ça fait que tant mieux quand c'est le cas. Par contre, un office comme Longueuil qui garde des logements vides pendant 10 mois, ça, pas de félicitations à lui donner à eux autres. Là, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande la mise en tutelle de cet office-là. Là. Ça, c'est un vrai scandale. OK. Donc, écoute, ça fait le tour des questions que j'avais ici. Là, Donc là, si on est enregistré et que je suis écouté par l'Office de Longueuil, on peut s'attendre à être poursuivi. J'y ai pensé! Mais bon, on va assumer rendu là. Ça nous ferait plaisir d'en discuter devant des tribunaux. Donc, on va vous remercier encore une fois de votre présence. Par contre, avant de vous laisser, on aimerait quand même vous rappeler que la séance d'aujourd'hui a été enregistrée, comme Robert l'a dit, sera disponible sur notre site Internet. On vous invite à le partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, parce que plus les gens sont informés, mieux c'est, évidemment. Donc, voilà. Et on vous invite également à notre première série de formation sur les CCR, sur les comités consultatifs de résidents qui va débuter ce mardi pour 3 semaines d'affilée. Donc, encore là, sur le site Internet, il y a le lien, c'est le même lien qu'aujourd'hui. Par contre, c'est de 10h à midi. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mêlée dans mes heures. On a changé les heures. Donc, la formation sera de 10h à midi, mercredi. Et donc, sur les comités consultatifs de résidents. Je pense que ça peut intéresser pas mal tous les locataires HLM, que vous soyez membre ou non du CCR. C'est intéressant pour tout le monde de savoir comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc, voici pour les petites annonces. Je pense que lundi prochain, le sujet de lundi prochain. Oui. Donc, vas-y, Robert, te proposer.
Ben, ce qu'on suggérait la semaine prochaine, j'espère que vous allez être d'accord, on discuterait des chicanes de voisins. C'est-à-dire, quelle est la responsabilité de l'Office quand des locataires troublent la jouissance paisible des lieux, puis qu'il y a des chicanes entre voisins, à tort ou à raison, là, mais quand il y a du monde qui sont dérangeants, qu'est-ce que l'Office peut faire, qu'est-ce que l'Office ne peut pas faire, puis nous, comme locataires, puis comme association, à quoi on est en droit de s'attendre. Donc, c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser plusieurs personnes. C'est rare, je pense, des HLM où il n'y a pas du tout de chicane de voisins. Donc, on espère que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Moi, je suis pas mal certaine que oui, hein, ça va intéresser beaucoup de monde. Puis, c'est aussi de savoir, oui, l'Office, nous, puis nous aussi comme association, jusqu'où on va, jusqu'où on veut aller ou jusqu'où on devrait aller. Ça, je pense que c'est une très bonne question qu'on va pouvoir se poser ensemble la semaine prochaine. Donc, sur ça, s'il y a des gens qui aimeraient faire des commentaires par rapport à la séance d'aujourd'hui, on est toujours ouvert à entendre vos commentaires positifs et les commentaires qui sont peut-être des petites choses à améliorer pour nous. C'est important de vous entendre. On a Mme Lamoureux qui lève la main comme ça. Mme Lamoureux, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, je voudrais savoir si Robert pourrait faire un petit rappel pour les gens de l'Office de Longueuil de ne pas oublier demain, très, très, très important d'être présent en grand nombre et d'avoir vos commentaires. Ben là, je pense que Micheline, tu as tout dit. Effectivement, demain à 10 h, il y a une rencontre virtuelle du comité consultatif des résidents pour faire le point sur la situation à Longueuil là, qui ne va pas bien. On va se voir là. J'espère qu'on va être nombreux, effectivement. Et je ne te poursuivrai pas, Robert. Au contraire, je te remercie. Merci, Micheline, à toi pour le travail que tu fais. On continue, on ne lâche pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient s'exprimer par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Donc, je vois dans le chat, là, donc, c'est intéressant. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils vont revisiter les règlements de l'Office pour voir s'il n'y aurait pas des modifications proposées. Donc, je pense que ça fait le tour. Il n'y a pas d'autres commentaires. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, sur ce, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne semaine. Si on se revoit juste lundi prochain, sinon on vous donne rendez-vous mercredi pour la formation. Donc, on vous remercie d'avoir été là en grand nombre et on vous souhaite une bonne fin de journée à tous.